Et coucou YouTube, on se retrouve encore pour un bilan lecture. Putain, je viens de percuter un truc, je sais c'est con, juste quand j'enregistre pour YouTube, mais en fait j'ai enlevé la neige, mais j'ai laissé le cadre de la neige en fait. J'ai même pas fait gaffe, je viens juste de m'en rendre compte. J'ai enlevé la neige, ça fait genre presque un mois parce que c'était le printemps et tout, il faisait beau. Bon, maintenant il fait froid. Aujourd'hui, du coup, ça va bien avec les températures dans ce moment, donc voilà, on va dire. Personne ne m'a fait la remarque. En plus, j'avais mis les fleurs de cerisier pour l'accueil, le compte à rebours et tout. Bon, ça, vous ne voyez pas sur YouTube, mais ouais. Je suis vraiment pas douée. Bon, bref, sur ce, bon, écoutez, c'est bien, là, c'est d'actualité, j'ai envie de dire, la neige. Hein. Nouveau. Il est tellement cool ce cadre, on n'y fait plus gaffe, en vrai, maintenant. C'est pareil, le push-in avec la neige, là. Il va falloir que je change tout ça. Hein. Ça y est, c'est le printemps. Hein. Pourquoi je vois ça pile à ce moment-là, je sais pas. Donc ouais, bilan lecture, 8 livres. Écoutez, ça va. J'ai remonté un petit peu mon niveau de lecture. Enfin voilà, ma fréquence de lecture, on va dire, dernièrement. Parce que la semaine dernière, j'avais pas du tout lu. C'est pour ça que franchement, j'aurais pu faire un bon mois de mars, mais il y a une semaine complète où j'ai pas lu. Et du coup, ouais, ça fait perdre un peu. Mais là, cette semaine, j'ai plutôt bien lu. Donc ça, c'est cool. Voilà. Et du coup, écoutez, on va attaquer. Alors bon, classement pas forcément très pertinent parce que, alors à part le premier que j'ai pas trop aimé, c'est globalement quand même des bonnes lectures, voire des très bonnes lectures. Alors oui, ça va un peu aller crescendo, mais il y en a qui sont plus ou moins à égalité, voilà, OSEF quoi. Donc, on va commencer par QQ de Camille Emmanuel. Que j'avais commencé, je l'ai traîné pendant un mois celui-là. Alors non pas que c'était une horreur de lecture, mais juste parce que j'avais mis ma liseuse de côté, je ne lisais plus du tout sur liseuse pendant un moment. J'avais du mal à ressortir ma liseuse. Et du coup, voilà, j'ai fini par le reprendre et par le terminer. Mais je l'ai un petit peu traîné. Mais bon, quand même, ce sera pas la folie au final. Alors, j'ai pas détesté. Mais je suis extrêmement déçue, on va pas se mentir, parce que on me promettait une œuvre féministe drôle, et en fait, c'était pas super drôle, et c'était pas super féministe non plus, enfin désolé, mais voilà. Et franchement, pourtant, ça partait vraiment d'une très bonne idée, puisque en fait on suit une fois, pardon, j'ai la GRC, bon déjà vous savez que j'ai souvent des tics, mais là ça va pas aider, ça fait un peu mal, et quand je parle ça se dessèche encore plus, c'est chiant, j'aurais dû mettre du baume. Donc on va suivre Marie qui est prof de français dans un lycée privé catho, et en coulisses, enfin sous un pseudonyme, elle est écrivaine, mais elle écrit des romances, genre new romance, vous savez, les romances à la mode avec du cucu quoi dedans. Des romances un peu cucu de fait. Et parce qu'elle travaille voilà, pour une maison d'édition spécialisée là-dedans, et elle, on peut dire qu'elle déteste ça, en fait elle déteste ce qu'elle écrit, hein. Mais bon, il faut bien arrondir les fins de mois. Et par contre, quand elle est au lycée, en fait, elle tient un espèce de club de lecture féministe, mais clandestin. En fait, elle fait tout dans la clandestinité. Parce que comme elle est dans un lycée catholique, elle peut pas faire des trucs féministes, c'est pas très bien. Et donc oui, elle prétexte un groupe de lecture, mais féminine et pas féministe. Et voilà. Et en fait, un jour,
Donc il va y avoir un élément fantastique, puisque en fait elle est en train d'écrire une romance justement, et ça la saoule, parce qu'en vrai elle déteste ses personnages, principalement donc le protagoniste, le love interest de l'héroïne, hein, qui est particulièrement odieux, parce que oui, c'est un peu à la mode de faire des trucs à la 50 nuances degrés, où le mec est juste horrible en fait, mais comme il est BG et qu'il est riche, et c'est super. Et du coup en fait elle va décider de le tuer carrément, enfin sur un coup de tête. Ouais, voilà, c'est pas dans le but de publier ça évidemment, mais voilà, ça la saoule tellement qu'en écrivant, elle écrit qu'il s'étouffe en mangeant un petit four, et il crève quoi. Globalement je crois que c'est ça, et c'est sans doute d'ailleurs la scène la plus drôle du livre, qui est au tout début du livre. Voilà, c'est même je crois la première scène, parce qu'après on fait un genre de flashback pour tout expliquer, mais ouais, c'est la première scène du livre, c'est ça quoi. C'est pas pour les ados, c'est pas ça le féminisme, bonne lecture quand même. Ah, trop bien, Jenny, t'as laissé un petit mot pour dire ça dans la boîte à livres, t'as raison. Et qu'est-ce que je disais, et en fait, donc voilà, et elle termine son truc comme ça. Et en fait, alors je crois qu'il se passe un truc, je sais plus si elle renverse pas son café sur le clavier ou une connerie comme ça, je sais plus exactement, bref, il y a un petit incident. Et le lendemain matin, en fait, elle se rend compte qu'elle a un homme inconnu chez elle. Et il s'agit ni plus ni moins que James, que de James, qui est donc le héros de son roman, celui qu'elle déteste et qu'elle a fait mourir. Voilà. Et le truc, c'est que James, il vient vraiment de son monde imaginaire, là. Pour lui, il est milliardaire, il vit aux États-Unis, et il est amoureux d'une nana qui se trouve être Beverly, qui se trouve être l'héroïne du livre, donc. Et voilà comment commencent les ennuis. Voilà. Et donc ouais, ça partait d'un truc un peu rigolo comme ça, où en fait en gros c'était censé être une critique, enfin pour moi ça devait être une critique de ce genre de romance, parce que en plus oui, il y a aussi un autre petit plot, c'est que dans le même moment, en fait, son éditrice lui demande de transformer la romance qu'elle est en train d'écrire en dark romance. Donc, sous-entendu, il faut des VSS dedans pour que ça vende mieux, etc. Et donc là, évidemment, Marie, elle est complètement contre ça. Et du coup, je pensais voilà, qu'il allait vraiment y avoir un réel message féministe par rapport à ça. Mais pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est de la chiclite. Voilà, c'est de la chiclite un peu à la Bridget Jones, ce genre de choses. Un peu avec de l'humour, un petit peu bébête parfois, quoi. Un peu ridicule. Voilà, d'aucuns pourraient trouver ça drôle. Moi, j'avoue, ça m'a pas trop touchée. L'humour, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Et franchement, malgré le fait qu'elle parle de féminisme, c'est ça qui est ouf, c'est qu'elle parle de féminisme dedans, parce que comme elle tient un book club féministe, etc., elle donne des idées de lecture à ses élèves, etc. Et toi, t'es là, oui, d'accord, mais elle en fait rien. Elle en fait rien dans son histoire, en fait. Il n'y a aucun message féministe, au final, dans son histoire. Et j'ai pas compris, je comprends même pas la tournure de l'histoire. J'arrive pas à comprendre pourquoi elle a décidé d'en faire ça. C'est non seulement c'est pas drôle, mais c'est pas intéressant. Et le message, je suis très très déçue, parce que Camille Emmanuel, c'est une militante qui a écrit des livres féministes et tout. Alors, j'ai toujours trouvé ça un peu mainstream, ça révolutionne pas le truc, certes. Mais là, justement, je m'étais dit, tiens, au moins, voilà, ça va, comment dire, ouais, casser les codes du genre, casser les clichés et tout. Mais
Ouais, c'est un peu ça, hein. Franchement, c'est un peu ça. C'est vraiment du féministe washing, quoi. Mais bon, sauf que voilà, quoi. Du coup, ouais, très 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 décevant. Et ben, tant pis. Du coup, je lirai pas le suivant. Dommage parce que le suivant, c'était un peu dans le même style. Et du coup, je m'étais dit, bah ouais, si le premier est bien, je lirai l'autre. Mais bon, bah, du coup, non. Du coup, non. Voilà. Et ouais, c'est pas du tout désopilant, hein, parce que j'ai à droite, j'ai la couverture où il y a écrit dessus un roman désopilant. Mère et fille, sur le bandeau, hein, mère et fille doivent lire Fissa, ce roman salutaire. À quelle heure? À quelle heure? Non. Pourquoi mère et fille en plus? Il n'y a même pas d'histoire de maternité ou de quoi que ce soit dedans, je sais pas. Enfin bon, bref, voilà. Donc, ouais, non, bof. J'ai pas, encore une fois, j'ai pas trouvé ça nul à chier. En fait, la première partie était sympa. La première partie était sympa parce que j'avais encore. Parce qu'en fait, la première partie, j'avais encore de l'attente. C'est ça le truc. Parce que la première partie, j'avais encore de l'attente. Je m'étais dit, ah, c'est bien, par le féminisme, c'est un peu rigolo. Au début, c'était drôle. Et puis après, bah non. Non, 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 non. C'est parti. Ouais, toi, Jenny, elle est encore plus. Elle est vénère vraiment. Je suis même pas vénère, je suis juste un peu saoulée et déçue, quoi. Jenny, elle est carrément vénère. Le livre là, saoulé au plus haut point, c'est. Mais je comprends. Je comprends. Donc, Jenny a trouvé ça à chier. Alors, j'avoue, la deuxième partie est très mauvaise. Franchement, la deuxième partie est très mauvaise. J'ai pas compris. Bref, voilà pour celui-ci. Allez, passe au suivant parce que sinon je vais rester trop de temps. Donc j'ai lu Explosive de Hélène Coutard. Alors c'était Elsa qui m'en avait parlé. Alors au début, parce qu'elle était en train de le lire, donc au début elle me le conseillait. En mode, tiens, celui-là, il pourrait te plaire et tout. Et après, quand je lui ai dit que j'allais le lire, elle me dit, finalement, je suis un peu mitigée. Elle parle pas du tout comme ça, Elsa. Hein. C'était pas une imitation. Mais ouais, finalement, voilà. Donc, mais bon, je l'ai lu quand même, parce que j'étais un petit peu curieuse de savoir ce qui lui avait plu et ce qui lui avait moins plu. Ouais, t'as pas fait ta chronique? Bah, en fait, je suis curieuse. À voir si on est raccord ou pas, je ne sais pas. Mais, donc, dans cette histoire... Alors, on va suivre... en fait, c'est un peu un roman choral. On va suivre plusieurs femmes. Donc, notamment, il y a Clara, qui est étudiante, qui est plutôt réservée, mais... qui en fait cache une personnalité. Enfin, c'est pas sa personnalité, c'est plutôt qu'elle est en colère au fond d'elle, quoi. Hein, globalement, il y a des trucs qui l'énervent et en fait, elle cherche un moyen de faire sortir cette colère, sauf que, ben voilà, c'est pas quelqu'un qui a une forte personnalité de base. Et du coup, en fait, elle va rencontrer Harry, qui est le diminutif d'Ariane, qui est une femme plus âgée, qui est une militante. Et en fait, du coup, alors Harry, elle a une histoire assez complexe, on va dire. Notamment, elle a du vécu en matière de militantisme, mais aussi en matière de drame dans sa life et tout ça. En fait, voilà, elle est un peu à la tête d'un groupe féministe assez radical, et du coup, bah, Clara va être influencée par Harry, qu'elle va beaucoup admirer. Et à côté de ça, il y a Mia, qui est l'amie que Clara s'est faite en commençant ses études. Et Mia, elle a plus de caractère que Clara, pour autant elle est beaucoup plus réticente dans ce truc là, et donc elle lui dit ouais, ça m'inquiète et tout ça. Ouais, je vois Elsa. Et
Et après, il y a aussi Alice. Enfin voilà, il y a plusieurs personnages qu'on suit. Il y a Alice, il y a Zora. Voilà, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Vous découvrirez ça si vous le lisez. Et en fait, le livre commence par le fait que une femme se fasse exploser pour tuer des gens. Voilà, ça commence par un attentat, hein, voilà. Et en fait, le livre va nous expliquer pourquoi il y a cet attentat. Comme dit Elsa, voilà, c'est en gros le processus pour arrêter. Voilà. Comment on en est arrivé là, en fait. Et alors, pareil, première partie très intéressante parce que justement, en fait, on nous présente un peu les personnages et en fait, moi j'étais curieuse de savoir, ce qui allait se passer précisément et surtout, voilà, il y a quand même pas mal de messages féministes. Alors notamment, bon, le problème évidemment, c'est la violence des hommes, hein, et donc il y a ce groupe là. Alors moi en fait j'ai commencé à être gênée et avoir le livre qui me tombait un peu des mains parce que déjà j'ai trouvé que c'était très très fouillis dans la façon dans la narration au niveau des personnages, c'est à dire que on passe trop d'un personnage à un autre sans vraiment de transition et pas de transition mais en tout cas de coupure, on va dire. Et il y avait des fois où j'étais un peu perdue, je trouvais qu'il y avait trop de personnages, je savais plus qui faisait quoi. J'avais un peu du mal à suivre l'histoire et puis je trouvais que c'était un peu lent, quoi. Pourtant il est pas très long le livre, mais je sais pas. En fait j'ai trouvé que c'était un peu trop introspectif et un peu trop verbeux par moments. C'est très je sais pas. En fait, ce qui me bute, c'est que je trouve que la narration n'est pas assortie au titre. C'est ça. En fait, il passe. En plus, ce livre passe après. Enfin, je l'ai lu après Cabal, donc je vais parler plus tard. Et c'est 2 salles, 2 ambiances. Parce que Cabal, pour le coup, c'est. Ça va à 100 à l'heure. Là, explosive. Bah, c'est pas très explosif. Ah oui, toi tu l'as lu. Ouais, moi je l'ai découpé en 2-3 parties en fait. Donc voilà. Mais ouais, voilà. En fait, le truc c'est que au fur et à mesure du livre, on se rend compte que il va rien avoir d'explosif en fait. Pas, du moins pas au sens littéral du terme. Oui, certes, mais pas au sens qu'on aimerait en fait. J'ai trouvé que c'était un roman très défaitiste et très comment dire, comment on dit, ouais, on se résigne au truc en fait. On est, je sais pas, je sais pas. Franchement, quand j'ai terminé le livre, je me suis dit mais c'est la dépression en fait. Moi je voulais un truc un peu je vais dire un peu cathartique, alors pas forcément, pas obligé de faire un truc cathartique non plus, mais je sais pas, un truc un peu plus péchu, un truc où qui délivre en plus des messages un peu plus accrocheurs. Là j'ai trouvé que c'est trop verbeux et trop, et en plus je trouve que le message est pas très très clair en vrai. Ouais, j'ai presque l'impression, ça donne presque l'impression que non, faut pas faire ça quoi. Ça donne presque l'impression que regardez, en fait le féminisme c'est pas très très bien parce que voilà comment ça finit. Voilà. Je crois que c'est parce qu'elle veut adopter tous les points de vue. Ouais, mais au final
Ben, c'est ça, elle veut transmettre la rage et la colère, mais en plus, elle préjuge l'action de ses personnages. Oui, et en fait, le truc, c'est que moi, je trouve qu'elle retransmet pas vraiment la colère au final. Moi, j'ai juste l'impression que tous les personnages sont presque résignés, parce que même des personnages comme Harry, qui justement est censée être celle qui va mener, enfin, qui va prendre le lead sur le truc, bah, je sais pas, ça donne vraiment l'impression que en fait, on a l'impression que leurs actions, c'est limite parce qu'elles sont, bah, parce qu'il faut le faire, quoi, et voilà. Il n'y a pas de, je sais pas, j'ai pas ressenti, moi j'avais besoin de sentir des tripes dans le truc, quoi, en fait. Donc ouais, je sais pas. Moi, j'ai pas détesté, j'ai beaucoup mieux aimé ça que QQ, par exemple. J'ai beaucoup plus aimé ça. Mais voilà, c'est pas, c'est loin d'être nul, c'est intéressant. C'est un roman intéressant, hein. Mais ouais, je suis un peu déçue. Je m'attendais à quelque chose de fait, de plus explosif. Mais bon, voilà, Après, voilà, ouais, il y avait quand même des thématiques intéressantes. C'est vrai que le personnage... En vrai, finalement, moi, j'ai pas trop aimé le personnage de Harry. Euh, Par contre, le personnage de Clara, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant parce que, effectivement, pour le coup, oui, c'est une jeune fille qui a vraiment du mal à s'imposer, en fait. Voilà, elle est tout le temps en retrait, elle est, comme elle dit, elle est ni belle ni moche, elle est un peu insignifiante, en tout cas de son point de vue, et on sent qu'elle a envie de faire des choses et tout. Enfin, voilà, son personnage était bien. Mais oui, c'est vrai qu'il y a toute la thématique de l'emprise et tout ça, effectivement, de plusieurs façons d'ailleurs, hein. Plusieurs types d'emprise dans ce livre, mais ouais, moi non plus, c'est pas ce que je voulais lire. C'est pas ce que je voulais lire. Mais bon, au moins, j'aurais lu, et puis voilà. Bon, je suis pas mécontente de l'avoir lu, parce que c'est intéressant aussi, en vrai. Comme quoi, bah surtout, je vous dis, moi, j'en parlerai tout à l'heure de Cabal, mais je ne peux que le comparer à Cabal, mais comme quoi, c'est marrant, comme avec la même thématique, parce que franchement, c'est quasiment la même thématique. Tu peux faire deux choses complètement différentes, quoi. C'est fou. Après, Cabal a ses défauts aussi, hein. J'en parlerai, mais ouais, c'est vraiment très différent. Ensuite, j'ai lu La parabole du semeur de Octavia Butler. Alors, à la base, j'avais prévu de lire Lien de sang, et je sais pas, comme je sais plus, il y a pas longtemps, dans le chat, vous disiez que La parabole du semeur c'était mieux. Et du coup, je suis partie là-dessus. Bon, alors, j'ai beaucoup aimé, hein, ça a été une très bonne lecture. Ceci étant, j'ai des griefs. Alors, bon, déjà, on va parler, on va dire de quoi ça parle, sachant que c'est un roman qui date des années 90, et ça se passe, voilà, c'est très rigolo parce que ça se passe en 2024, au début, et après, ça se passe, on est en 2027, dans le plus grand le plus gros de l'histoire. Donc c'est marrant parce que c'est littéralement l'année prochaine. C'est assez rigolo. Du coup, oui, c'est marrant parce que ça paraît... Bah, c'est maintenant, en fait. Et ouais, bah, quelque part, il y a des trucs qui sont assez visionnaires, hein. Donc, on est aux États-Unis. Sauf que, bon, à cause du dérèglement climatique, en fait, la société s'est beaucoup dégradée, le pays s'est beaucoup dégradé. En fait, il y a une plus grande... Mais ce qui se passe maintenant aussi, c'est pas que à cause du dérèglement climatique, mais ça en fait partie. Mais là, il y a vraiment ouais, une grosse... Et c'est marrant parce que, ouais, écrire dans les années 90, on parlait même pas encore de réchauffement climatique, c'est ça qui est ouf. Hein. Pour le coup, Octavia Butler... un peu visionnaire quand même, hein. Et ouais, donc du coup, il y a vraiment une énorme disparité entre riches et pauvres.
Et bien sûr, la pauvreté, la précarité a littéralement explosé. Et en plus, le président, c'est de mémoire, c'est un gros facho, je crois. Enfin, en tout cas, il fait rien pour améliorer le truc. Donc, c'est un peu la catastrophe au point que les gens en viennent à devoir survivre par eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire voler, se faire justice soi-même, etc. Parce que tout est devenu complètement privé, ce qui est déjà le cas, cela dit, aux États-Unis, mais là, c'est carrément, faut payer la police pour qu'elle intervienne, faut payer les pompiers pour qu'ils interviennent, donc évidemment, personne ne fait rien. Et en gros, les gens sont totalement livrés, et même sans être pauvres, même les gens de classe moyenne sont livrés à eux-mêmes. Ils paraissent riches, du coup, ils se font attaquer. Enfin bon, bref, c'est le bordel total dans cette société. Et on va suivre Lorraine, qui est une jeune fille. Alors, on va la suivre quand elle est ado, et puis jeune adulte, jusqu'à ses 18 ans. Hein. Globalement, pour moi, elle est encore ado, hein, mais voilà. Et en fait, donc au début, voilà, elle vit avec sa famille et tout ça. Et il va se passer des dingueries. Alors, on va nous montrer un petit peu comment fonctionne leur univers. Et il faut préciser aussi que Lorraine, elle a une espèce de... Alors, c'est pas vraiment un pouvoir, parce que pour le coup, c'est pas du tout agréable. En fait, elle souffre d'hyper-empathie, c'est-à-dire qu'elle ressent littéralement tout ce que ressentent les autres. Et donc, si quelqu'un a mal, elle a mal. Si quelqu'un pleure, elle pleure, etc. Voilà. Et donc ça aide pas du tout dans le monde dans lequel elle vit, parce que évidemment tout le monde souffre sans arrêt. Et voilà, donc on va suivre un petit peu les péripéties qu'elle va vivre avec sa famille. Alors moi j'ai adoré la première partie, j'ai même envie de dire en vrai les 3/4 du roman. Donc la première partie parce que oui, je trouvais super intéressant cet univers-là. Et puis, voilà, on est vraiment en tension. C'est très, très bien écrit. Enfin, voilà, il y a des personnages très intéressants. On voit un petit peu, en fait, les positionnements tellement différents par rapport à ce qui se passe, ce qui est normal. Il y a des trucs horribles, en plus. Des trucs horribles, oui, parce que tout le monde en pâtit, même les enfants. Il y a un truc avec les animaux aussi. Enfin bref, voilà, il y a des trucs assez trashouilles, on va dire. S'il n'y a rien de décrit, hein, mais voilà. Sans avoir besoin de décrire les scènes, ça n'empêche pas que ce soit assez horrible. Et puis... après, bon voilà, je veux pas spoiler. J'ai beaucoup aimé, on va dire, le changement qui se passe à un moment du livre. Bon, je crois que c'est à peu près à la moitié du livre, ou peut-être aux 2/3, je sais plus. J'ai trouvé ça intéressant aussi. C'est un livre qui parle beaucoup de solidarité et du fait, moi voilà, ces messages-là m'ont beaucoup plu, du fait que en fait, l'être humain, ce livre montre en fait que l'être humain n'est pas fait pour être solo, en fait. Je sais pas si Octavia Butler est communiste, hein, mais c'est vrai qu'on ressent parfaitement les ravages du capitalisme. C'est pas dit comme ça, mais en tout cas, je dirais les ravages de l'individualisme et de la quête de pouvoir des hommes, etc. On voit les ravages que ça a donné sur la société, alors que on constate que quand les gens s'unissent et s'entraident, là par contre c'est évidemment tout de suite beaucoup plus positif. Enfin, vous allez me dire c'est logique, mais ça renforce vraiment une société, en fait, d'avoir des gens qui sont solidaires, et donc d'où tout le communisme et d'où les rares moments finalement qu'on a eu de communistes, c'est-à-dire le Front Populaire,
voilà, qui a donné notamment la sécurité sociale. Bah oui, bah désolé, mais ça reste une fierté française et au final, ça prouve bien que c'est là où on est bon et c'est là où les humains sont bons en fait. C'est quand ils s'entraident, quand ils partagent, etc. Moi, j'ai trouvé un peu que c'était ça finalement le gros message du livre. Euh, et d'ailleurs, je pense que le fait que l'héroïne souffre d'hyper-empathie, c'est pas anodin, évidemment. C'est bien la preuve que, voilà, en fait, quand, quand t'as de l'empathie pour les gens, c'est là où justement finalement, tu peux faire de. Ça peut sembler. En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que ça peut sembler être une faiblesse et finalement, ça peut devenir une force aussi, le fait d'être empathe. Ça j'ai trouvé ça intéressant. Après, ce qui m'a moins plu, et qui m'a saoulé vraiment à un moment, je levais les yeux au ciel, c'est la religion. Parce qu'en fait, euh, tout le tout le livre, comment dire, ouais, en fait, le livre est ponctué de petits extraits d'un livre imaginaire qui s'appelle Semences de la Terre. Voilà, enfin, c'est pas un livre, c'est un. Ouais, c'est un système de croyances. Ouais, toi aussi, Karine. Et donc Lorraine s'est créé une religion qui s'appelle donc Semences de la Terre. Et, euh, et du coup, en fait, elle s'appuie dessus. Alors, il y a un côté positif, puisqu'on voit que justement, c'est de là qu'elle tire son empathie, sa solidarité envers les autres. Ok, d'accord. Mais par contre, là, vraiment, ça devient un peu. Ça part en prosélytisme parce que les gens. Alors, elle force personne, mais bon, on comprend qu'elle aimerait que les autres adhèrent à sa religion et tout ça. Ça veut vraiment, genre, la prêcheuse, quoi. Euh, Calme-toi quand même, meuf. Franchement, mais à un moment, ça se prend pour Dieu, la meuf, c'est vraiment ça, quoi. Enfin, peut-être pas pour Dieu, mais en tout cas pour une prédicatrice, quoi. Vraiment, Oh, à l'aide, à l'aide. Puis bon, c'est vraiment, alors en plus c'est c'est pas une religion genre le bouddhiste ou le bouddhisme pardon, où il y a une philosophie particulière tout ça. Bon là aussi, mais là c'est vraiment basé sur Dieu, parce qu'en fait elle fait tout le temps appel à Dieu au final, voilà. Donc on peut dire c'est une religion monothéiste visiblement, hein. Alors je ne sais pas si le Dieu c'est le même Dieu que les chrétiens ou si c'est le propre Dieu, on comprend même pas en plus parce que elle invoque Dieu sans arrêt mais on ne sait pas trop qui est ce Dieu. Je trouve que justement bizarrement, malgré le fait que le récit soit ponctué d'extraits de cette religion semence de la terre, je trouve qu'elle est pas bien expliquée. Je la trouve pas du tout bien expliquée, cette religion. Je comprends pas trop les préceptes, à part, oui, et voilà, à part des préceptes d'amour et de solidarité et tout ça. Oui, bon, d'accord, j'ai envie de dire, ok, mais en même temps, toutes les religions prêchent ce genre de choses. Bon, c'est pas pour ça que dans la pratique ça suit, hein, on l'aura constaté. Du coup, ouais, je pense que Octavia Butler, c'est une femme très pieuse. Il n'y a pas de souci avec ça, hein, elle a le droit, mais du coup, moi, je suis pas quelqu'un de très pieux, et j'avoue que les références tout le temps à la religion m'ont un petit peu saoulée, on va pas se mentir. Et autre chose qui m'a un peu cringé, alors oui, d'accord, on est dans les années 90, enfin le roman en tout cas, mais bon, la relation entre une gamine, parce que pour moi, désolé, mais même à 18 ans, on est une gamine, quoi, et un mec de 30 ans de plus, ça m'a un peu saoulé. Alors, j'entends bien que
la volonté de l'autrice, c'était de montrer que la personne en question est extrêmement mature et que donc c'est pour ça qu'elle doit être avec un homme beaucoup plus âgé parce que voilà, ok, d'accord, ouais, j'ai compris. J'ai compris que ce personnage devait être absolument montré comme quelqu'un de exceptionnellement mature pour son âge. D'accord, en attendant, ça reste une relation ultra problématique. Et le pire, c'est que le mec le dit au début, ah, je suis un violeur d'enfants. Et après, oh, mais en fait, ça va, c'est pas grave. Non. Si, c'est grave. C'est super grave même. Allô. Ah, ça m'a cringé ça aussi. Ça m'a cringé. Bon, voilà. Mais sinon, voilà. Après, bon, voilà, on dirait, à chaque fois que je donne des trucs négatifs pour un livre, on a l'impression que le négatif l'emporte sur tout le reste. Non. Non, j'ai beaucoup aimé le livre, en vrai, franchement, voilà, comme je vous ai dit, pour moi, oui, c'est un livre qui parle d'empathie, qui parle de solidarité, qui parle du fait que les êtres humains sont beaucoup plus forts à plusieurs que tout seuls, et que en gros, bah, on devrait être communiste, et puis c'est tout. Voilà, let's go. Non, franchement, voilà, j'ai beaucoup aimé. Je suis très contente de l'avoir lu, mais j'ai quand même envie de lire Lien de sang, parce que mine de rien, mis à part la religion, j'ai trouvé que qu'il y avait quelque chose de particulier dans l'écriture d'Octavia Butler. Je sais pas, une espèce de grande sagesse dans son écriture qui fait que bah ouais, ça me donne quand même envie de lire autre chose d'elle, et notamment donc Lien de sang, du coup, qu'on m'avait offert également. Et voilà, donc celui-là, c'était Karine qui me l'avait offert. Oui, je t'en remercie, Karine, d'ailleurs. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, hein, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il n'y a aucun souci avec ça. Voilà, juste la religion. Voilà, quoi. Ensuite... j'ai lu l'anniversaire de Liane Moriarty. Bon, alors, du coup, on sort un peu parce que tous les livres que j'ai lus, là, c'est que des trucs très engagés. Sauf celui-là. Sauf celui-là, qui est un petit peu à part. Que j'avais commencé à lire parce que je l'avais trouvé sur Audible, et j'étais un peu curieuse de celui-là. Liane Moriarty, moi, il y a des hauts et des bas, hein. Il y a des livres que j'ai adoré d'elle, d'autres que bof, quoi. Je trouvais par moments que ça pouvait être un peu redondant ce qu'elle faisait. Alors son dernier avant celui-là était quand même assez original, j'avais plutôt bien aimé. Et celui-là, en fait, franchement, je l'aurais jamais lu, je pense, si je m'étais pas souvenu d'un avis d'un ancien pote, en fait, de lecture, on va dire, avec qui on faisait des lectures communes il y a presque une dizaine d'années maintenant, et qui adorait Liane Moriarty, et qui lisait souvent en VO, et qui avait dit que celui-ci c'était son préféré, parce qu'il faut préciser que le livre ne date pas de maintenant, il a été édité en France seulement maintenant, mais il a quelques années. Il doit bien avoir 10-15 ans d'ailleurs. Et du coup, voilà, il avait dit que celui-là, c'était son préféré. Et bah ouais, du coup, quand j'ai vu qu'il sortait, je me suis dit, ah bah tiens, je me suis souvenu de ça. Et du coup, j'étais curieuse de le lire. Donc l'histoire, on va suivre Sophie. Ouais, il date d'autant, ouais. Oui. Oui. D'ailleurs, ouais, il a même, je pense, 15 ans parce qu'ils utilisent encore des portables à l'ancienne. Ils n'utilisent pas des smartphones. Donc voilà, il date d'un petit moment quand même. Il date d'un petit moment. Parce qu'à un moment, ça m'a marqué parce que il y a quelqu'un, il y a un personnage qui dit à sa femme, tiens, mais tu sais envoyer des SMS maintenant? Alors que c'est clair qu'aujourd'hui, même les pires boomers, ils savent envoyer des SMS, en fait. C'est vraiment le truc.
Donc bon, bref. Donc oui, on va suivre Sophie, qui est une jeune femme. Alors je crois qu'elle doit avoir la trentaine de mémoire. Et en fait, alors Sophie, elle a une vie un petit peu solitaire, on va dire. Voilà, elle s'est séparée à quelque temps d'un homme avec qui, voilà, ça s'est pas très bien passé. Enfin, en fait, elle l'a largué le jour où il allait la demander en mariage. Autant dire que ça laisse pas dans de très bons termes ce genre de choses. Et en fait, ouais, Sophie, elle a un peu désespéré parce qu'elle se dit, oh là là, jamais je... C'est le truc typique de beaucoup de femmes célibataires, malheureusement. Alors ça devrait pas l'être, mais bon, c'est jamais je serai casée, jamais j'aurai d'enfants, voilà. Mais en même temps, voilà, malgré ce truc-là, moi j'aime bien ce personnage de Sophie parce que elle a un côté un peu... Bon, c'est vrai qu'elle a un petit côté qui peut être un peu agaçant, genre héroïne de chick lit, justement. Vous voyez, c'est un peu la girl next door, mais un petit peu maladroite, un peu... voilà, qui du coup, il y a pas une vie amoureuse pas très folichonne et qui désespère un peu, encore une fois, un peu à la Bridget Jones. Voilà, c'est un peu typiquement ça, la Sophie. Mais du coup, ça la rend quand même un peu attachante. Bref, mais rappelle qu'on est dans un livre qui est pas vraiment un thriller, mais quand même un peu un truc à suspense, comme le fait souvent Liane Moriarty, hein, voilà. Ouais, mais ils ont fait... Alors, figure-toi, Aurélie, qu'ils ont fait ça avec pas mal de Liane Moriarty, en fait. Ils les ont sortis complètement dans le désordre. C'est-à-dire que celui d'avant, par exemple, il était très récent. En fait, ils les sortent totalement dans le désordre. Et voilà, comme ça leur pète, Alba Michel. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, un jour, Sophie donc, va apprendre qu'elle hérite d'une maison. Mais pas de quelqu'un de sa famille. Ouais, c'est un peu con, mais bon, c'est comme ça. Écoute, j'avoue, ça n'a pas vraiment de sens. C'est pas quelqu'un de sa famille. Il se trouve que c'est la tante de son ex qui décide de lui léguer cette maison. Elle lui a écrit une lettre dans son testament, je sais plus, et que en fait, comme elle a... Voilà, elle s'est rendue compte que Sophie avait adoré, enfin voilà, Sophie lui a dit, elle avait adoré la maison, et comme, donc c'est Connie, hein, la tante, comme Connie avait beaucoup d'affection pour Sophie quand elle était avec son neveu, et elle s'est dit, d'ailleurs je crois que c'est même pas sa tante, je crois que c'est sa grand-tante. Ouais, il y a tout un truc de généalogie en fait. L'arbre généalogique, il y a des arrière-arrière-grand-mères, là c'est très bizarre dans cette histoire. Ouais. Et du coup, voilà. Et donc, évidemment, comme elle hérite de la maison, toute la famille va un petit peu péter un câble parce que, what the fuck, la Sophie qui a largué Thomas comme une vieille chaussette alors qu'il allait la demander en mariage, genre elle hérite de la maison qui devait nous revenir, enfin voilà quoi, le gros scandale et tout. Et il y a quand même une partie de la famille qui dit bah non, mais en fait pourquoi pas, nous on l'aime bien Sophie, ok d'accord, avec Thomas ça s'est pas bien passé, mais bon Thomas il est passé à autre chose, d'ailleurs il a une nouvelle petite amie et tout, et Sophie on l'aime bien, donc il n'y a pas de raison, c'est le choix de Connie, voilà. Et donc ça part un peu dans ce truc là. Et en fait, la précision importante aussi qu'il faut donner, c'est que la maison en question, elle est sur une île qui s'appelle Scribblingham Island. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois, parce que moi je l'écoutais en audio, et à chaque fois que la lectrice disait Scribblingham Island, dans ma tête j'avais Skibidi Toilet, quoi. C'était vraiment le truc pour les gens qui ont la rêve. J'étais là, oui, Skibidi Toilet. Non. Et ouais, Scribblingham, non mais c'est quoi ce nom en même temps, Scribblingham, c'est même pas, c'est impossible à prononcer. Et en fait, c'est une île où quelques décennies plus tôt, il y a eu un fait divers qui a marqué tout le monde. C'est que en fait, un couple a disparu du jour au lendemain en laissant leur bébé. Voilà, donc on ne sait pas ce qui s'est passé.
Le bébé a été abandonné comme ça, enfin laissé dans la maison en fait, et le couple s'est volatilisé. Et le bébé en question n'est autre que du coup, la nièce adoptive. En fait, elle a été adoptée, du coup, le bébé a été adopté par la sœur de Connie. Il faut arriver à suivre la généalogie du truc. Hein. Et donc, elle a été baptisée Enigma. C'est une énigme par définition. Et Enigma, c'est... alors attendez, c'est la mère, la grand-mère, je sais plus. C'est pour ça que je dis, Connie, c'est pas la tante de Thomas, c'est pas vrai, c'est au moins la grand-tante, voire l'arrière-grand-tante, parce qu'en fait, il y a plusieurs générations qui se succèdent. C'est... Vraiment, franchement, au début, j'arrivais pas à suivre de qui était la mère, la sœur, la grand-tante de qui. Oui, génial le prénom, oui, Enigma. Et voilà, faut arriver à suivre la généalogie. Alors après, j'ai réussi à tout remettre dans l'ordre. Bon, maintenant, ça fait un mois, enfin, ça fait pas un mois, mais ça fait 2-3 semaines que je l'ai lu, donc je me souviens plus très très bien. Mais voilà, en tout cas, on est vraiment dans un truc, en fait, on est vraiment dans un truc familial où, en fait, il n'y a pas, comment dire, on n'est pas comme dans un thriller où il y a genre, voilà, il y a un mort, où il y a une énigme qu'on essaye de résoudre et on a la réponse à la fin. Là, en fait, oui, il y a l'énigme de, effectivement, ce truc qui a lieu quelques décennies plus tôt, de bébé qui a disparu, et dont on va avoir une réponse, je vous rassure, voilà. Mais en fait, l'histoire se base pas là-dessus. En fait, l'histoire se base vraiment sur les relations entre les personnages. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'en soi, il n'y a pas vraiment d'enjeu narratif autre que de suivre les personnages, en fait. Et en disant ça comme ça fait pas envie, mais en vrai, c'était trop bien. Franchement, ça a été une excellente lecture. J'ai trouvé que tous les personnages à leur manière étaient intéressants. Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment des personnalités assez diverses, que tous les personnages sont plutôt bien écrits. Ils ont tous leur réel background. Et justement, je trouvais ça vraiment bien et ouf en un sens que la seule narration du livre, ce soit justement l'évolution de ces personnages et de leurs relations. Et autour de cette histoire de bébé disparu, mais qui, en fait, il n'y a pas d'enquête autour de ça, si vous voulez. Il n'y a pas une enquête, il n'y a pas, on a des indices, machin. Pas du tout, du tout. On va avoir une réponse à la fin, mais qui va être amenée par quelque chose d'autre, en vrai. C'était pas prévu. Et du coup, voilà, c'est vraiment les relations entre les personnages. Et j'ai trouvé ça trop bien. Parce qu'il y a plusieurs thématiques, parce qu'on s'attache vraiment à tous les personnages. Et même les personnages qui sont antipathiques, ils deviennent sympathiques finalement, parce que ils sont un peu aussi le sel du roman, quoi. C'est super intéressant. Donc voilà, voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est très... comment dire... en fait, il y a tellement de... J'allais dire, c'est presque un roman d'apprentissage. Pas un roman d'apprentissage, mais disons que voilà, on suit quand même principalement Sophie. Et c'est vrai que, voilà, elle va vraiment évoluer dans ce truc. Et va y avoir quand même pas mal de petits rebondissements, de choses comme ça. Je sais pas, c'est... Et puis c'est... c'est un peu folklorique dans le sens où, voilà, il y a vraiment des personnalités, parfois un peu caricaturales, mais drôles. Et je sais pas. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a été vraiment une très agréable surprise. C'est pas un coup de cœur parce qu'en soi, bon, disons qu'il n'y a pas vraiment de message de fou qui se détache du livre, il n'y a pas une écriture de folie, c'est juste un super divertissement, quoi, voilà.
c'est un divertissement, c'était très sympa. En plus, en audio, c'était cool. Salut Foxys, comment ça va? Si, on sait tout. On a les réponses de tout. Jenny, t'inquiète. On a les réponses de absolument tout. Là, pour le coup, elle nous laisse pas sur notre faim, Liane Moriarty. Après, voilà, c'est pas... Moi, justement, j'ai bien aimé parce que c'est pas genre, waouh, les twists de fou, de machin, qui sont en même temps pas crédibles ou qui sont... Non, c'est juste que... voilà, c'était sympa, quoi. C'était très sympa. Voilà, voilà. Ouais, merci, ça va très bien. Je vais faire un petit bilan lecture. Du coup, bon, c'est écrit au-dessus de ma tête, mais... voilà donc pour celui-ci. Que je vous recommande si vous avez envie d'un truc un peu léger, on va dire. Mais avec un peu de suspense et puis avec des bons personnages. Vraiment bien écrit. Voilà, les personnages. Le livre bien écrit aussi, mais c'est pas... c'est écrit comme du thriller domestique, c'est pas la folie non plus, c'est Liane Moriarty, c'est pas... Voilà, mais les personnages sont bien écrits. Ensuite... alors, j'ai eu un petit essai qui était pas du tout prévu. Parce que, je sais plus, j'avais ça en audio et je me dis, oh vas-y, on est au mois de mars, là, féminisme, tout ça. Je vais sortir ce truc. Alors moi, Manon Garcia, en plus, c'est même pas celui-là que j'aurais voulu lire, mais je l'avais pas, l'autre. C'était... merde. Oh. C'est inspiré du truc de... Ben, je suis con, j'ai qu'à regarder. C'est inspiré du truc de Simone de Beauvoir, là. On n'en est pas fan. La citation, on n'en est pas femme, on le devient. Et son titre, c'est évidemment, comme j'ai un VPN, Babelio fait des siennes. Voilà. Et bien, du coup, ça marche pas. Je vais y arriver. Alors, on ne n'est pas soumise, on le devient. Voilà, moi, c'est celui-là que j'aimerais lire de Manon Garcia. On ne n'est pas soumise, on le devient. C'est un livre qui est très souvent cité dans d'autres essais que je peux lire, et même parfois dans des romans. Je l'ai très souvent vu citer, ce livre-là. Mais bon, manque de bol, c'est pas celui-là que j'avais. Moi, celui que j'avais, bah, c'est son dernier, en fait, à Manon Garcia. Ah non, c'est son avant-dernier, je vois qu'elle a sorti en 2026 aussi. Décoloniser l'universalisme pour une éthique féministe transnationale. Ah, ça m'intéresse, ça, d'ailleurs. Décoloniser l'universalisme. Donc là, Vivre avec les hommes, sous-titré Réflexion sur le procès Pellico, ça va principalement parler du procès Pellico, mais en fait, elle va... Parce qu'en fait, Manon Garcia a assisté à ce procès. Ouais, bah du coup, moi, je l'aime bien aussi, maintenant que j'ai lu celui-là. Voilà, je la connaissais pas. Mais du coup, voilà, bah, forcément, ça me donne envie de lire les autres. Elle va donc assister au procès Pellico, ce qui est quand même un truc de fou, hein. Faut bien le reconnaître. Et du coup, donc, elle va partir de ce procès pour sa réflexion sur... comme le titre l'indique, voilà, le fait de vivre avec les hommes. Est-ce qu'on peut encore, voilà, est-ce qu'on peut encore vivre avec les hommes malgré tout ce qu'ils nous font subir au quotidien et jusqu'à aller aux pires horreurs, comme on l'a vu donc avec l'affaire Pellico. C'était très intéressant. Bon, c'est clair, je vais pas vous mentir, il y a un côté voyeuriste dans le fait d'avoir aimé lire ce livre, parce que forcément, j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir des anecdotes par rapport au procès Pellico. Des réactions, des réactions des victimes, des témoins, des accusés évidemment, des avocats. Enfin voilà, on a vraiment pas mal, on a un panel comme ça de réactions, d'actes, etc. Du fait que à un moment c'était limite si c'était pas les agresseurs qui étaient les victimes, parce que les pauvres, vous comprenez. Enfin voilà, il y avait vraiment plein de choses comme ça. Et puis Gisèle Pellico, quand même, est-ce que elle aimait vraiment son mari, parce que est-ce qu'elle était pas un peu soumise, ou est-ce que machin, enfin voilà, il y avait des trucs comme ça. Il y a plein de réflexions en tout genre sur ce procès.
est évidemment très souvent problématique, hein, on va pas se mentir. Du coup, moi, j'ai appris quand même pas mal de choses, honnêtement. J'étais alors, pas spécialement surprise, hein, mais quand même, il y a eu des trucs, j'étais là, oui, on en est là, quoi. Mais ouais, voilà, c'était... Et du coup, oui, bah, en fait, elle explique que, notamment, voilà, les accusés, ils ont pas fait que ça, entre guillemets, quoi. Il y a eu plusieurs accusés qui avaient déjà par le passé commis des dingueries, en avaient cité des pédophiles, enfin voilà quoi. Et tu te dis, bon bah ouais, en fait, c'est pas. En fait, c'est marrant, enfin c'est marrant, non, hein, mais comme on nous présente, on nous les présente souvent comme des messieurs tout le monde, alors qu'en fait, c'est pas des messieurs tout le monde. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que à la fois c'est des messieurs tout le monde, parce que justement, en fait, c'est ça que ça montre, ce que montre le procès Mazan, principalement, c'est que au final, les violeurs, les agresseurs, les pédophiles et tout ça, c'est précisément des messieurs tout le monde, en fait. C'est précisément des gens qu'on va croiser dans la rue ou qui vont faire partie de notre famille, de nos collègues de boulot, etc. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est incroyable, en fait. Enfin, c'est incroyable. Quand on est féministe, hein, bon, on le sait, quoi. Mais voilà, du coup, c'était super intéressant. Moi, j'ai bien aimé son mode de réflexion. Après, voilà, c'est pas un essai qui révolutionne les essais. On va pas se mentir. C'est pas un essai. Alors, autant l'autre, je pense qu'on ne n'est pas soumise, on le devient. Je pense qu'il est. La preuve, c'est qu'il est très, très souvent cité. Je pense que lui, pour le coup, ça va s'inscrire dans les essais qui ont pu influencer la pensée féministe. Celui-là, je ne pense pas. C'est pas un essai qui révolutionne le féminisme. Pour autant, il y a des réflexions intéressantes, on apprend pas mal de choses. Et surtout, oui, je pense que s'appuyer sur cette affaire Mazan, c'est logique. Voilà, c'est vraiment une affaire qui a révélé au grand public ce que nous, féministes, on savait déjà. Et en soi, ça a marqué un tournant, comme MeToo comme l'affaire Weinstein avait marqué un tournant dans le féminisme. L'affaire Mazan on a marqué un autre, quoi. Voilà. Collègue de boulot insoupçonnable qui avait en fait placé. Alors, putain, c'est ouf, hein, cette histoire. Moi, je vous l'avais dit aussi. Pareil, hein, un de mes collègues, alors pas dans mon service, mais au service commercial, tiens, comme c'est étonnant, a été viré de mon entreprise parce qu'il filmait sous les jupes de ses collègues. Et ça c'est traumatisant parce que c'était quelqu'un qui venait parfois faire des pauses avec mon service et donc avec qui j'ai souvent discuté, même si c'était pas une période, je dis pas ça après coup pour dire non mais en fait je l'aimais pas, non, c'était pas une personne avec qui j'avais des affinités, on va pas se mentir. Pour autant, c'est quelqu'un avec qui j'ai discuté, c'est quelqu'un qui venait souvent nous parler, c'est quelqu'un avec qui j'ai monté les escaliers alors que j'étais en jupe ou en short. Et franchement, ça m'a traumatisée quand j'ai appris ça parce que je me suis dit waouh quoi, potentiellement mon cul est dans ces vidéos quoi. C'est vraiment le truc que tu te dis. Et puis justement, tiens, la transition est très bien faite parce que la deuxième chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai entendu ça, c'est rappelle que Dominique Pellico s'est fait choper parce qu'il filmait sous les jupes des meufs à la base. Donc, qu'est-ce qui nous dit que ce mec-là, il n'avait pas des trucs encore pires il n'avait pas fait des trucs encore pires dans sa life, quoi. Tu vois ? Ouais, tu m'étonnes, génie, putain, horrible ça, hein, horrible, hein, dans les toilettes, quoi. C'est ça, là, tu dis, putain, mais en fait, il m'a vu, enfin... Oh ! C'est horrible, quoi. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a toutes des anecdotes comme ça à raconter, enfin, c'est... Bref. Voilà.
Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est bien. Oui, c'est vrai que, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Il peut avoir son utilité pour ça aussi, oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Oui, parce que, pour le coup, cet essai, ce qu'il y a de bien, c'est vrai que c'est un peu un essai pour les débutantes, entre guillemets. Parce que, oui, contrairement à d'autres essais qui vont être très formels et très, voilà, limite scientifiques, où on s'appuie sur des chiffres et on va élaborer des théories très poussées, etc. Là, pour le coup, ça s'appuie sur des faits qui parlent à tout le monde, puisque tout le monde a entendu parler de cette affaire. Et du coup, bah oui, il y a une dimension universelle à ce truc-là, où on se dit, bah, ça peut tous et toutes nous toucher, et ça nous parle, et du coup, on comprend que, bah oui, dans notre entourage, on a forcément aussi des hommes qui sont problématiques, qui sont potentiellement des agresseurs, etc. Et du coup, oui, j'aime pas cette phrase, mais ça fait réfléchir. Donc, ouais. Ah oui, mais complètement, Jenny. Hein. Ah, ça, malheureusement. Donc voilà pour cet essai qui était, ma foi, fort sympathique. Il me reste encore 3 livres, donc je vais un peu accélérer quand même. Enfin, accélérer, je sais pas, mais je vais avancer. Donc j'ai lu Le Pavillon des combattants de Emma Donoghue, qui est un petit roman historique que j'ai mis longtemps à sortir, celui-ci, mais que je ne regrette pas d'avoir sorti finalement. Donc on est en pleine pandémie de grippe espagnole, donc il y a un siècle environ, hein, dans les années 10, où on va suivre Julia, c'est ça. Donc on est, ouais, on est en Irlande, oui, parce qu'en plus l'autrice était irlandaise. On est dans un hôpital. Alors, on est dans un hôpital, je crois que c'est un service spécial. Donc il y a l'épidémie de grippe, et en fait on va isoler dans un service spécial toutes les malades qui sont enceintes. Donc c'est des femmes qui non seulement ont la grippe, mais en plus elles sont enceintes. Yes! Ça part bien déjà. Enfin, ouais, c'est clair. Et en fait, on va suivre Julia qui est infirmière dans ce service et qui au début est toute seule et qui va avoir l'aide de Bridi. Alors je sais pas trop comment ça se prononce en vrai, Bridi. Bridi Sweeney. Bridi qui en fait va l'aider, qui va venir l'aider qui va remplir un rôle d'aide-soignante, hein, bénévolement. Bridi qui vient d'un orphelinat, genre le truc un peu couvent catho là, voilà, et qui va un peu raconter son histoire aussi. Donc bon, en fait on va avoir les histoires des deux femmes, et on va aussi avoir elles vont aussi avoir l'aide d'un médecin, le docteur Lynn, qui est une femme. Également, donc on va vraiment être qu'avec des femmes. Et le docteur Lynn, sa particularité, c'est qu'elle est recherchée par la police. C'est une renégate. Alors, pour des raisons politiques. Alors, je sais plus, par contre. En fait, ça rentre pas vraiment dans les détails sur le côté politique du truc, parce que moi, alors, à part évidemment la guerre des religions entre catholiques et protestants, je connais mal l'histoire de l'Irlande, j'avoue, donc je ne sais pas ce qu'il y avait de politique à cette époque-là. Et en fait, on n'en parle pas trop, on dit juste que au final, bon, bah, c'est une renégate et qu'elle est recherchée. Malgré tout, elle est là parce que parce qu'on a besoin de ses talents de médecin, quoi, hein, voilà. Et donc voilà, en fait, on va donc suivre l'évolution comme ça des patientes malades et tout ça, enceintes, comment elles vont accoucher, tout ça, et qu'est-ce qui va se passer, etc. Et en même temps, on va nous raconter un peu la vie de ces femmes, bon, en particulier de Julia et Bridi,
Et voilà. Et en fait, alors, moi j'avoue que la première partie du livre, j'étais pas... Alors, j'aimais bien, je trouvais ça intéressant, pas de souci, mais j'étais pas plus emballée que ça, parce que, bon, bah, super, oui, d'accord, on suit des femmes enceintes qui sont malades, et elles accouchent, et il y a des trucs, et voilà. Non, il n'y a pas du tout de romance. Ah, si, pardon, il y a une romance. J'ai rien dit, je suis con, mais si, il y a une romance. Ouais, parce que dans ma tête, j'étais en mode romance, tu vois, romance cliché, romance, quoi. Mais c'est pas une romance cliché, c'est pour ça que dans ma tête, mais si, bien sûr. Et en plus, le pire, c'est que j'allais en parler parce que c'est un point essentiel du roman que j'ai trouvé très intéressant. Bref, donc oui, il y a de la romance. Pardon. Mais bon, c'est pas du tout. Enfin, le livre est pas basé là-dessus. Hein. C'est un. J'ai envie de dire, c'est une partie du livre, mais qui a quand même son importance. Voilà. Mais oui, voilà, la première partie, j'étais pas plus emballée que ça parce que je trouvais que c'était redondant. Voilà, je trouvais que c'était très répétitif, quoi. Oui, bon, d'accord, elle s'occupe des femmes, et puis d'un coup, il y a une complication, et puis ça revient, et puis machin, et tout. Et, et c'était pas inintéressant, j'aimais bien, mais en fait, ce qui m'embêtait, c'est que je me disais, oui, bon, d'accord, on va où? Parce que moi, j'étais en mode, je suis en train de lire un livre féministe, quoi, tu vois. Donc, du coup, je cherchais le truc féministe dedans, parce que bon, mis à part qu'on était avec des femmes, qu'avec des femmes, ah bah, il y a un homme, mais c'est un connard, on va pas se mentir, qui, alors je sais plus si c'est pas le concierge ou un truc comme ça, bref. Mais d'ailleurs, on apprend un peu de son histoire aussi à ce personnage, donc il est pas... On sort un peu de la caricature aussi à un moment, donc c'est intéressant. Mais après, voilà, après, il va se passer quelque chose, une évolution dans le livre, qui fait que j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. En fait, au moment où on s'intéresse beaucoup plus justement à l'histoire des personnages, et où là, le livre va prendre une dimension un peu plus politique, un peu plus philosophique, un peu plus, voilà, un peu plus profonde, on va dire. Où notamment, ben voilà, il y a toute l'histoire de Brady sur l'orphelinat qui était extrêmement intéressante. On voit aussi la naïveté de Julia qui se rendait pas compte de tout ce qui pouvait se passer en fait voilà, autour d'elle. En fait, Julia était finalement un peu coltinée dans sa petite vie. Elle n'était pas très ouverte sur l'extérieur et du coup, bah, elle n'avait pas conscience de ce qui pouvait se passer. Et donc, voilà, il y a cette révélation de Julia, l'histoire de Brady, et donc une romance que j'ai beaucoup aimée, qui était très belle, courte, mais très belle. Et enfin courte, pas dans le sens oh là là c'est déjà fini, mais dans le sens où ça prend pas une grande partie du bouquin, c'est ça que je veux dire. C'est la partie assez courte dans le livre, quoi. Et bah ouais, j'ai quand même bah j'ai été très émue, voilà, par ce livre, par ouais, ouais, j'avoue, j'ai un peu versé ma petite larme, on va pas se mentir. J'ai un petit peu versé ma petite larme. C'est un livre, ouais, qui est quand même sous couvert, voilà, de ces histoires de femmes enceintes, etc., qui va amener à des réflexions, vraiment intéressantes et à quelque chose, ouais, d'un peu plus poussé, d'un peu plus profond et d'un peu plus émouvant. Parce qu'au début, je trouvais justement qu'on restait vachement en surface et que j'avais du mal à avoir de l'affect, en fait, voilà. Et après, l'affect est venu et c'était très beau, voilà. Donc j'ai vraiment... ça a vraiment été une excellente lecture que ce pavillon des combattantes. Je suis...
Voilà, je suis ravie de l'avoir lu, je regrette pas. Et en plus, ouais, on est tout le temps en huis clos, quoi. On est tout le temps en huis clos dans cette chambre d'hôpital, globalement, où il y a énormément de choses qui se passent en peu de temps. C'est ça qui est ouf aussi. Mais voilà. C'était. Ouais, parce que en fait, j'arrive pas à savoir combien de temps s'écoule. En fait, j'ai l'impression. En fait, c'est fou parce qu'on a l'impression qu'il y a que quelques jours qui s'écoulent aussi, mais qui s'écoulent entre le début et la fin du roman. Mais entre temps, bah, il y a des femmes qui accouchent. Enfin, il se passe pas mal de choses. Du coup, c'est fou parce que c'est pas possible que ça fasse quelques jours. Pour autant, on a vraiment cette impression-là qu'il y a que quelques jours qui s'écoulent. Donc, je sais pas, ce livre fait perdre nos repères temporels, en réalité. Mais c'était trop bien. C'était trop bien, franchement. Voilà. Donc je vous le recommande évidemment chaudement. Ensuite, j'ai lu Mexico Médée de Dalia de la Cerda. J'en ai lu du féminisme ce mois-ci. Et oui, c'était le mois de mars, forcément. Alors, bah oui, j'avais vraiment beaucoup aimé Chienne de garde de la même autrice, donc j'avais très hâte de lire son nouveau livre. Alors, qui est tout comme Chienne de garde, qui est en fait un ensemble de nouvelles, mais c'est vraiment le même principe, un ensemble de nouvelles, mais reliées entre elles, c'est-à-dire qu'on a des personnages en commun, en fait. Voilà, on suit plusieurs personnages, mais ils ont tous plus ou moins un lien les uns avec les autres, globalement, c'est un peu ça. Et là, ça va tourner autour du personnage de Médée. Parce que, en fait, voilà, on va suivre donc plusieurs... Alors, chaque fois, donc ça se passe au Mexique, encore une fois, et là, c'est plusieurs femmes, mais il y a aussi un personnage masculin. Et à chaque fois, la particularité, c'est que ces personnages, en fait, vont avoir l'aide d'une femme qui est une illustre inconnue qui dit s'appeler Médée et qui va un petit peu raconter son histoire et en même temps aider à chaque fois nos personnages. Et j'ai bien aimé ce principe parce que bon, rappelle que Médée dans la mythologie grecque, c'est celle qui va tuer ses propres enfants parce que l'homme qu'elle aime et le père des enfants, en l'occurrence, quoique je sais même pas si c'est le père des enfants quand j'y pense, mais je pense que oui, sinon ça n'aura pas de sens, va la quitter pour une autre, va se mettre avec une autre. Et du coup, oui, c'est un peu un personnage fort dans l'inconscient, ou dans le... En tout cas, non, pas l'inconscient, dans l'imaginaire féministe. Ouais, moi aussi, Elsa, complètement. Et donc, oui, dans la mythologie, c'est un personnage négatif. Je rappelle qu'elle tue ses propres enfants, et pour autant, c'est devenu un peu un emblème féministe, parce que c'est celle qui s'est affranchie, en fait, qui a décidé globalement, de se venger d'un homme, même si, elle s'en prend à ses enfants. Mais en fait, ça donne lieu à pas mal d'interprétations, parce que c'est aussi, finalement, la métaphore de la maternité qu'on est censé absolument accepter et adorer, alors qu'en vrai, il y a énormément de femmes qui n'arrivent pas à aimer leurs enfants comme ils se devraient, parce que dépression, postpartum, ou pour plein de raisons. Évidemment, ça n'excuse pas le fait de tuer ses enfants, mais on sait maintenant dans la vraie vie que les femmes infanticides, c'est quasiment toujours des femmes qui ont pété un câble parce qu'elles n'en pouvaient plus de la charge mentale, parce qu'elles étaient seules. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de mères infanticides que de pères infanticides, parce que c'est quasiment toujours des mères célibataires. Il y a très peu de pères célibataires et donc peu de pères infanticides. Ça paraît logique. Et même quand ce sont des mères qui sont en couple, c'est souvent la femme qui s'occupe du bébé et beaucoup moins le mari, on va pas se mentir. Donc voilà, il y a aussi un peu une métaphore de ça dans Médée.
Bref, et en tout cas, dans ce livre-là, ben, Médée, c'est la figure, comment dire, qui non seulement apporte son aide, mais vient délivrer à chaque fois la personne des problématiques qu'elle va rencontrer dans sa vie. Et tout en étant, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que tout en étant finalement, c'est un peu la meuf qui s'incruste comme ça. Moi j'aime beaucoup les apparitions de Médée à chaque fois, parce que c'est vraiment genre, eh ben j'étais là, j'ai vu la lumière, salut, c'est moi Médée, tu veux quoi, t'as besoin d'avorter, c'est vraiment ça quoi, let's go, je suis là. Et je sais pas, il y avait un côté finalement assez drôle, même si en soi c'est pas un livre ultra drôle, hein. Il y a des passages qui sont très très durs, hein, au contraire, pour le coup, voilà, c'est pas un livre léger du tout, mais il y a quand même pas mal d'humour noir, de cynisme en fait, hein, c'est un peu ça, c'est un peu cynique, hein, on va pas se mentir. Alors, toujours aussi critique du narcotrafic, évidemment, au Mexique, ça c'est... Et évidemment du patriarcat, bon ça c'est évident, mais ouais voilà, souvent autour du narcotrafic quand même. Parce que ça parle notamment des ados qui sont souvent enlevés pour servir de main d'œuvre en fait, hein, main d'œuvre à bas coût ou à aucun coût du tout d'ailleurs, ils n'ont pas le choix. Ça parle notamment ça, et puis bon, ça va parler aussi d'autres thématiques, notamment d'avortement. Mais elle peut aussi aider à accoucher, à l'inverse, enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça, ça parle de relations abusives, enfin voilà, et donc tu as cette figure de Médée à chaque fois, c'était vraiment trop bien. Ça a été une excellente lecture, encore une fois, presque trop court finalement, voilà, 176 pages, oui, c'est sûr que c'est très vite fini. Mais c'est en fait voilà, mais à chaque fois Dalia de la Cerda c'est court mais intense quoi. Voilà, elle nous laisse pas de répit, hein, ça s'enchaîne, c'est bon, t'as pas le temps de respirer, t'arrives à la fin, t'es là, ok, c'est bon, là ça y est, tu reprends ton souffle et tu digères tout ce que tu viens de lire, c'est vraiment ça quoi. Mais franchement je continuerai à lire cette aussi parce que vraiment, déjà, son écriture, elle est tellement originale. C'est tellement bien pensé à chaque fois. Et moi, j'adore la façon dont on raccroche les wagons à chaque fois, dont elle nous fait raccrocher les wagons. C'est presque des petits twists, en fait. Ah bah tiens, un tel, bah, c'était le fils de du personnage qu'on a vu longtemps avant. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et t'es là, ah d'accord, et tout. Et du coup, ça fait sens. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment très bien. Très bonne idée de ce personnage de Médée. J'ai adoré. Et le der des der, histoire de pas finir trop tard. Oui, on découvre après coup, c'est ça que j'aime bien, moi. Et oui, le der des der. Je l'ai mis en dernier. Pour autant, il n'est pas exempt de défauts. Mais ça a été franchement une excellente surprise. Du coup, je l'ai mis en dernier. Il s'agit donc de Cabal de Sandrine Goevert. Non, franchement, Sandrine, je m'excuse. Vraiment, je suis désolée. Je ne sais pas prononcer ton nom de famille. Même parce que je la tutoie, mais je vais la voir au quai du Polar, je vais évidemment pas la tutoyer. Je vais lui demander comment on prononce son nom de famille, par contre. Bisous Aurélie. Bisous, bisous, bonne soirée, bonne nuit. Merci d'être venue en tout cas. Alors, ce Cabal, putain, je savais pas. J'avoue que j'avais un petit peu peur. Parce que on est quand même dans du thriller. Et on va pas se mentir. À chaque fois que j'ai lu des thrillers français, et même pas français d'ailleurs, qui se disaient féministes, ça a souvent été compliqué.
Voilà. Et j'avoue que celui-là, ça partait pas très bien. Au début, on va pas se mentir. Donc, alors, ouais, elle est belge. Oui, elle est belge. Alors, l'histoire se passe en France, c'est marrant. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que la seule référence à la Belgique, c'est qu'à un moment, il y a un meurtre à Charleroi et elle dit ah oui, Charleroi, c'est une ville moche. Je sais plus comment elle dit ça. C'est une ville super moche en Belgique et tout, mais genre j'étais là, putain, la balle perdue pour Charleroi, quoi, vraiment. Je me suis dit, bon, après, elle est peut-être de Charleroi et que du coup, c'est pour ça qu'elle se permet, mais la grosse balle perdue, quoi, vraiment, c'était gratos. Et donc, dans cette histoire, en fait, on va suivre 5... Attendez, je descends parce que... Voilà, parce qu'il y avait les noms. On va suivre... on va suivre 6 protagonistes, 6 femmes, dont 5 font partie d'un... C'est pour ça que je fais la comparaison avec... Je peux faire la comparaison avec Explosive de Hélène Coutard. Donc c'est une organisation féministe qui s'appelle Cabal, qui est une organisation en ligne, même si certaines se connaissent IRL. Hein. Mais la particularité, c'est que cette organisation est violente. Voilà, donc en fait, elles sont là pour buter des mecs. Alors, pas forcément les buter, d'ailleurs, les buter ou les agresser, en tout cas, leur faire payer parce qu'elles ne s'en prennent évidemment qu'à des agresseurs. Et en fait, elles ont des niveaux par rapport justement au niveau de l'agression ou des agressions qu'ils ont fait subir. Ils vont subir à la hauteur de ce qu'ils ont fait, quoi, globalement. Et donc, ces cinq femmes, alors elles ont toutes des pseudonymes. Hein. C'est Ataraxie, Exorde, Protocole, Rigor et Thémis. Et on va suivre un sixième personnage qui s'appelle Alice, qui est flic. Et qui, donc, va avoir en charge une première affaire au début, puisque au début, on ne va pas faire le lien entre les affaires. Une première affaire qui est le meurtre d'un chanteur assez connu, qui était, pour le coup, connu aussi pour être un gros pointeur et un agresseur. Voilà. Mais un gros pointeur, pour le coup. Donc, clairement, grooming, tout ça... sur des mineurs, bref. Et donc, voilà, il va se faire buter par... Nous, on sait que c'est par la cabale, hein, bien sûr, mais Alice, elle ne le sait pas. Et donc, elle va avoir en charge cette affaire. Et Alice, la particularité, c'est que, pour le coup, elle n'est pas du tout féministe. D'ailleurs, elle, donc, son histoire familiale, elle est assez particulière, puisque... en fait, sa mère, je crois que c'est sa mère qui a quitté son père, qui s'est barré. Et du coup, elle n'a pas des bons rapports avec sa mère. Par contre, son père, c'est un peu son héros. Non, je crois que c'est l'inverse, c'est le père qui s'est barré. Et elle met ça sur le dos de la mère. Je crois que c'est ça, en fait. Elle dit que c'est à cause de sa mère que son père s'est barré. Et elle avait une admiration sans faille, une admiration sans faille à son père. Et Alice, en plus, elle a une sœur jumelle qui s'appelle Anne et qui elle est plus proche de sa mère, et donc voilà, il y a en gros la famille est globalement un peu séparée en deux comme ça. Et bien évidemment, on va comprendre exactement ce qui se passe et ce qui s'est passé un peu plus tard. Mais voilà, au début, Alice, c'est pas spécialement une meuf féministe, c'est une flic, vraiment en mode grosse vocation de flic, quoi. Et voilà, pas rien à foutre des histoires de bonnes femmes. Hein. Voilà, c'est elle, ce qu'elle veut, c'est faire son boulot. Et même si le mec, en l'occurrence, qui a été buté, il était connu pour être un connard, bon, elle s'en fout, elle veut juste retrouver qui a fait ça, quoi. Et par contre, Alice, elle a quand même un collègue qui, pour le coup, est un gros lourd, bien macho. Et même si elle n'est pas féministe, elle le déteste quand même, parce que bon, forcément, c'est un gros sexiste, toujours en train de faire des remarques hyper problématiques.
Et voilà, on va partir donc de tout ça. On va connaître aussi les histoires, évidemment, des autres protagonistes, donc de tous les personnages de la cabale. Enfin, pas tous, ils sont beaucoup, mais en tout cas les 5, voilà, les 5 qu'on suit. Et là, pour le coup, voilà, alors au début, j'étais mi-figue, mi-raisin. Je me disais, oulala, encore une fois, on est dans un thriller. Et du coup, tout est ultra caricatural. Au début, franchement, j'avais du mal. Je trouvais vraiment que ça prenait les gros sabots. Oui, d'accord, machin, il est très très méchant et donc il mérite d'être buté. Mais à chaque fois, c'était trop. Enfin, je veux dire, oui, d'accord. Faisait exprès de montrer que oui, voilà, les hommes en l'occurrence qui étaient butés, ils étaient vraiment très 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 méchants. Ok, d'accord. Bon, et puis il y avait ce truc aussi. Voilà, genre limite le vrai violeur, c'est celui qui est un inconnu qui agresse dans la rue. Enfin, il y avait un peu ce truc-là au début, je précise bien au début, qui m'agaçait un peu. Et je suis là, oui, bon, d'accord, ok, c'est encore une fois, c'est vraiment du féminisme 1.0 mainstream où c'est bon, on nous explique que les hommes qui sont très très méchants, ils méritent d'être punis, mais que pas tous les hommes, et que si ça se trouve, moi dans ma tête, je suis là, ouais, et puis si ça se trouve, en fait, Alice, elle va les arrêter, et puis finalement, c'est pas si bien que ça, et elle va leur dire, non, c'est pas très très bien de tuer des gens, enfin voilà, j'étais en mode, allez, je suis sûre, ça va partir là-dedans, vraiment, je partais perdante au possible, mais pas du tout, ouh là là, que nenni, mais que nenni. J'étais bien naïf, enfin c'est pas de la naïveté, c'était plus de la résignation par rapport à tout ce que j'avais pu lire avant. Oh non, pas du tout. Oh là là, franchement, je pense que pour le coup, je crois que c'est un des livres les plus féministement violents, je sais pas comment on peut dire ça, que j'ai pu lire, mais dans le sens... alors violent, disons que les scènes sont pas décrites, et ça c'est bien, d'ailleurs je trouve que c'est un très bon point, parce que je trouvais que c'était pas du tout putassier, pour le coup. Il n'y a aucune scène de VSS qui est décrite dans le livre, et ça je trouve ça très bien, parce que ça montre que c'est pas un livre qui est écrit pour faire du voyeurisme, pas du tout. Et en plus, ouais, c'est... disons que c'est trash à la Virginie Despentes. Alors, pas aussi bien écrit que Virginie Despentes, on va pas se mentir, et pas non plus aussi trash que Virginie Despentes. Alors, Virginie Despentes, des fois, elle va un peu loin quand même. Mais dans le sens où ça ose les choses. Ça ose les choses, même si ça doit péter la morale et être ultra cynique. C'est pas grave. C'est pas grave, parce que putain, voilà, elle fait ce que Hélène Coutard ne fait pas dans Explosive. C'est-à-dire que Sandrine, elle est empouvoirante et qu'elle donne quelque part de l'espoir. Alors, pas de l'espoir qu'on aille buter tous les mecs, mais là, il y a vraiment ce rôle de catharsis au possible, et surtout avec les messages qui vont avec. Et ça fait plaisir, parce qu'elle se contente pas juste d'entrer dans l'art, en fait, elle se contente pas de faire un bouquin cathartique où ça y est, on bute les mecs, et puis marre, quoi, il y en a vraiment marre que soit toujours en train d'être agressé, violé, tout ça, machin. Mais au-delà de ça, il y a vraiment des réels messages et vraiment une interrogation justement autour de la morale. Et j'ai envie de dire, pour le coup, ça se contente pas... Ah bon, c'est vrai ? C'est vrai, Elsa ? Sur Twitter ? Ça se contente pas de... Ah, mais tu parles de Despentes ou tu parles de Sandrine ouais, ça se contente pas de juste voilà, faire du trash pour parce qu'on en a besoin comme en guise de défouloir.
ça, comment dire, merde, je sais plus ce que je voulais dire du coup parce que tu m'as perturbé avec ton message, Elsa. Je voulais dire un truc par rapport à ça. Donc, eh bien, je sais plus. Ça y est, je suis perdue. Merde, ça m'énerve. Donc, ouais, il y a ce côté-là, mais il y a aussi le fait que ça amène à la discussion. C'était là où je voulais. Ça amène à la discussion. Et il y a. Oh putain, je sais plus. Oh merde. Bon, tant pis. Non, mais c'est pas de ta faute. Ah, tu parles de Sandrine. Ah ouais, elle était active sur Twitter. Parce qu'on sent que l'autrice, pour le coup, c'est une pure féministe. Hein. Pour le coup, putain, franchement, c'est ouf parce que merde, souvent les autrices de thrillers, j'ai l'impression que elles sont au niveau zéro du féminisme, quoi. Mais là, mais pas du tout. Là, la meuf, elle a bossé son sujet. Et d'ailleurs, je suis assez étonnée, ouais, qu'elle écrive du thriller et pas du contemporain. Mais franchement, moi, ça me plaît. Moi, je veux plus de thrillers comme ça. Vraiment, il y a tellement ce truc. Et puis, ouais, il y a vraiment, comment dire, il y a des... Ça nous amène à des thématiques qui sont un peu, ouais, voilà, qui peuvent être controversées, mais qui, en fait, quand on réfléchit... Ah, ça y est, c'est bon, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. La justice, voilà. Clairement, on sent que l'autrice, elle est complètement anti-carcéraliste, hein, anti-carcérale, comment on dit, et que, en fait, elle met en exergue les problèmes avec la justice aujourd'hui. Vraiment, la justice est complètement faillible au niveau des VSS, on va pas se mentir. Voilà, il y a vraiment une réelle problématique à ce niveau-là. Et en fait, elle dit bien dans ce livre que ce n'est pas en comptant sur la justice, en comptant encore moins sur la police, hein, d'ailleurs, qu'on va pouvoir faire avancer les choses et mettre les violeurs en prison et tout ça. Pas du tout. Voilà. En gros, ce qu'elle nous dit, Sandrine, c'est que putain, il faut se rebeller. Alors, pas en butant des gens. Évidemment, il faut être con pour comprendre le message comme ça. Encore une fois, c'est métaphorique. Mais oui, à un moment où on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et vraiment, le message du livre, c'est ouvrez vos putains de gueules. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Il faut arrêter d'être gentil. Il faut arrêter de vouloir parlementer, de vouloir toujours caresser les hommes dans le sens du poil parce que mais non, pas tous les hommes. Vous inquiétez pas, on parle que des méchants hommes. Mais vous êtes pas méchants. On sait que la plupart des hommes, ils sont pas méchants. Non, faut arrêter avec ça, quoi. Ça saoule. Oui, elle est sommelière, c'est vrai. C'est ça. Ah, c'est super intéressant. Je sais pas si c'est son premier roman, mais je pense que oui. Alors attends, je regarde. Merde, ta maman, le VPN. Ah non, c'est pas... Attends, 8 livres. Manifeste pour un vin inclusif. Ah d'accord, donc en fait elle a écrit... Ah oui d'accord. Donc en fait, c'est son premier roman, je pense. Par contre, elle a écrit plusieurs essais sur le vin. Bon, c'est pour ça que je ne connaissais pas cette autrice, parce que moi, le vin, ça ne m'intéresse pas du tout. Vraiment, j'aime pas le vin. Alors je peux en boire un peu de vin blanc ou quoi de temps en temps, mais je suis pas voilà. Et j'y connais absolument rien. Mais par contre, attendez, elle a sorti en 2026. Pourquoi? C'est quoi ce pseudonyme bizarre? Elle a sorti en 2026 aussi. Attends, ah non, mais il va sortir. Il n'est pas sorti encore. Le 12 juin 2026. Oh putain, il faut que je le note quelque part pour pas oublier. Le 12 juin 2026, un livre qui s'appelle Manuel d'économie ménagère et domestique à l'attention des féministes. Et en dessous, pour se débarrasser des hommes en toute discrétion, de manière écologique et responsable. Je surkiffe, mais je surkiffe. Donc
Donc l'autrice offre aux féministes une série de bonnes manières pour se débarrasser des hommes en toute description, de façon écologique, anticapitaliste, responsable, etc. Comprendre, dépouiller le patriarcat de ses vieux réflexes. Avec humour noir, conseils absurdes, jardinage émancipateur et exercices pratiques, ce manuel propose des fiches pratiques pour se cultiver et se débarrasser des vieilles structures qui encombrent. On y retrouve aussi les délicieuses illustrations de Lubna Lebaï. Ah d'accord. Putain, mais ça a l'air trop bien. Ah, mais moi je la connaissais pas du tout. Mais franchement, j'ai trop hâte de lui parler au Quai du Polar. Et franchement, Elsa, faut que tu lui prennes le cabal là parce que tu vas aimer. Hein. Je pense que tu vas aimer, même si t'es pas une adepte des thrillers. Franchement, c'était vraiment bien. Et pour le coup, voilà, ça a tout ce que j'aurais aimé avoir dans Explosive. C'est-à-dire que là, bah, ça pète. Voilà, ça pète sa maman. Je suis désolée. Ça fait du bien. C'est pour ça que je le mets en haut de la pile, là, celui-là. Alors que, clairement, Mexicomédée est certainement bien au-dessus, littérairement parlant. On va pas se mentir. Hein. Mais c'est juste que, voilà, c'est parce que c'était une bonne surprise, même si voilà, il y a des défauts au début, c'est vrai qu'il y a des trucs un peu caricaturaux, c'est pas parfait, mais ça fait du bien d'avoir un thriller comme ça. Voilà, c'est vraiment pour ça, j'avais envie de le mettre en avant, parce que moi je veux plus de thrillers comme ça, je veux des trucs qui pètent sa maman, oui voilà, je veux des personnages, j'ai trop aimé tous les personnages, même Alice. Alice au début elle est insup, mais après on comprend pourquoi elle est insup. C'est intéressant, il n'y a pas, en plus, je trouve que, moi j'aime bien parce que les personnages, ils sont pas parfaits, il n'y a aucun personnage qui est parfait. Elles ont toutes leurs défauts, elles ont toutes leur histoire particulière, voilà, il y a c'est trop bien, et puis bon voilà, ça parle beaucoup de féminicide, enfin voilà, il y a plein de trucs, il y a plein de thématiques, c'est pas parfait parce que ça prend un peu les gros sabots, c'est vrai, ça manque parfois un peu de finesse, on va pas se mentir, mais d'un autre côté, j'aime bien aussi ce manque de finesse, parce que des fois, bah oui, t'as envie d'avoir, et puis c'est quand même travaillé, ça manque un peu de finesse, mais c'est pas non plus totalement caricatural, et voilà, c'est quand même travaillé, il y a des réels messages féministes, c'est un peu utopiste aussi, mais j'aime bien, et voilà, c'est vraiment bien, voilà, c'était trop bien, donc ouais, Elsa, je pense que tu vas aimer. Je suis trop contente d'avoir une autrice francophone de thriller qui est féministe, mais vraiment féministe, quoi, voilà. Et du coup, ouais, trop hâte d'avoir son manuel d'économie ménagère et domestique, là, ça a l'air trop bien. Sur la couverture, on voit une petite meuf dessinée avec un cocktail Molotov dans les mains. D'ailleurs, en parlant de ça, hier, j'ai vu, justement, dans le même délire cathartique comme ça, hier on a vu un film avec Kim que je vous recommande aussi. Il y a Uma Thurman dans le film d'ailleurs. C'est Pretty Little, qui d'ailleurs a été traduit en Pirouette fatale en français. Mon Dieu, c'est quoi ce titre ridicule? Mais bon. Pretty Little, et en fait c'est un film d'horreur, hein, je précise pour les gens qui sont pas amateurs du genre, mais où on suit des ballerines en fait, voilà, c'est une troupe de ballerines qui partent en Hongrie pour un ballet, pour une représentation. Et en fait, à un moment, je sais plus s'il y a un problème avec le bus ou je sais plus ce qui se passe, bref, et elle se retrouve en fait dans un espèce de bar qui est absolument magnifique, hein, ceci étant, est très très beau, hein, le film, absolument magnifique, sauf que en fait, bon, alors, moi je disais à l'équipe, je fais putain, c'est hyper caricatural, genre les Hongrois, c'est que des
C'est que des mecs, c'est que des gens ultra chelous et vraiment ça fait très, on a l'impression d'être dans les Carpates quoi limite. Bref, mais en même temps, voilà, en même temps comme il disait, c'est un film de série B, c'est un film de série B donc c'est très caricatural. Mais et du coup en fait, elle se retrouve prisonnière. Alors je dis pas ce qui se passe et tout ça parce que voilà, pour garder le suspense, mais et en fait elles vont devoir s'en sortir et c'est trop un film de sororité de fou et c'est trop bien. C'est trop bien, c'est un film ultra empouvoirant pour le coup et puis autour en plus de la danse classique et tout, c'était avec des super chorégraphies mais chorégraphie de combat mais façon danse classique, je trouvais ça trop bien, voilà. Donc c'était vraiment très très bien ce film, voilà, et du coup oui, ça me fait penser à ça parce que le côté à la fois violent et la sororité, voilà, ça m'y a fait penser. Mais là, clairement, voilà, clairement, Cabal, c'est un livre de sororité de fou. Ce que j'ai moins trouvé aussi dans Explosive. Pour le coup, j'ai trouvé que la sororité était pas ouf dans Explosive. Voilà. Oui, là, on sent bien la sororité. Voilà. Donc c'était trop bien. Bref, voilà, du coup, bon, j'espère que j'ai rien oublié en parlant. Je suis sûre que si, parce que il y avait tellement de choses à en dire. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que je vois qu'il est très très bien noté sur Babelio, et ça fait quand même plaisir. Parce qu'il mérite. Voilà. Alerte au giga coup de cœur, il y a quelqu'un qui dit. Mais oui. Oui. Enfin, moi, c'est pas un giga coup de cœur. Comme je dis, il y a des défauts et tout. Mais c'est une excellente surprise, voilà, que j'ai envie de mettre en avant. Ouais, clairement, oui, c'est ça, le truc recrutement. Bah ouais, mais là, tu vois, dans Cabal, il y a aussi du recrutement. Mais sauf que ça se fait, pour le coup, de façon très sorore. C'est-à-dire que, en gros, on comprend, voilà, on comprend parce que nous aussi, on a vécu telle ou telle chose, et globalement, voilà, ce qu'on peut te proposer. En fait, en gros, le principe de la cabale, c'est tu ne tues jamais ton propre bourreau, en fait. Tu vas tuer le bourreau de quelqu'un d'autre. Et donc, en gros, c'est des services qu'elles se rendent les unes aux autres. Et comme ça, du coup, effectivement, moins de chances de se faire prendre, hein, puisque pas de lien avec la victime. Mais du coup, oui, c'est complètement un truc qui fonctionne sur la sororité, malgré le fait qu'il y ait du recrutement, tu vois. Donc c'est pour ça que j'arrive bien à faire le parallèle entre les deux. Et bon, voilà. En tout cas, c'était bien et j'ai très hâte de la voir au quai du Polar et ça va être intéressant de parler avec elle, je pense. Voilà. J'ai bien fait, je suis contente de l'avoir acheté Day One et de ne pas avoir attendu les quais du Polar en vrai. Allez, sur ce, du coup, c'était le dernier. C'est déjà pas mal, 23h09 quand même. J'espère que ça vous aura intéressé, ce petit bilan lecture. Du coup, dimanche, il va falloir que je prépare ça, mais ce sont les sorties grand format. Alors, je sais pas encore, sachant que j'ai un petit peu plus de temps, donc peut-être que je reviendrai au format slide. Mais c'est pas garanti. Parce que peut-être que au final ça m'aura saoulé et que c'est pas si mal de juste faire les couvertures. Donc on verra selon mon envie, mon humeur et mon temps. Voilà, globalement ça va être ça pour les sorties grand format d'avril. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ah oui, les lectures du moment, j'ai oublié. Lecture du moment. Alors, je crois que j'ai plus rien. J'aime bien. Lecture du moment, j'ai rien. J'ai rien parce qu'en fait, j'ai fini. Hier et aujourd'hui, j'ai fini tous les livres que j'avais en cours. Parce que je m'étais dit, tiens, comme ça, vu que je fais le bilan lecture, autant terminer. Comme ça, c'est fait. Et donc, j'ai rien recommencer, mais je pense que en audio je vais me faire Mukbang de Fanny Demeul, je sais plus son nom de famille, ah merde je l'ai pas noté en plus, et qu'en e-book
Je pense pas que je vais relire un papier là d'ici avril. Parce que là, ça y est, je reprends un peu ma liseuse. En e-book, je pense que je vais lire Ici tombent les filles, là, le Phébus, que j'avais trop envie de lire. Voilà, je pense que je vais me faire ça pour terminer le mois de mars. Voilà, si j'ai le temps de le lire avant la fin du mois, on verra. Oui, c'est ça, Demeul, ok, je me suis pas trompée. Voilà, je pense que je vais me faire ces deux-là. Alors, je voulais lire le dernier Juliette Houry, mais je peux encore le lire plus tard, il n'y a pas de... Voilà. Et voilà. Voilà. Ouais, en plus, le Juliette Houry, c'est pas spécialement une thématique féministe, donc je me dis je peux le garder un peu pour plus tard. Ouais, j'aurais vraiment lu beaucoup de féminisme hein, ce mois-ci, là, à part l'anniversaire. C'est le seul, mais parce que je l'avais commencé en février, l'anniversaire. Je l'ai fini en mars. Mais sinon, ouais, j'étais full féminisme là. Pour le coup, le bilan lecture du féminisme. Là. Mais bon. Et que t'as toujours pas lu. Ah bah voilà. Ah, et toi t'es en train de le lire. Ah, et il est bien alors, Natacha? Ça m'intéresse. Du coup. Je veux tout savoir. Parce que ouais, j'ai très envie de le lire. Bon, après, il est pas très long. C'est pour ça que je me dis que potentiellement je peux l'avoir fini à la fin du mois. Surtout qu'il me reste un jour de transport. Puis je prendrai ma liseuse exceptionnellement. D'habitude, je prends du papier, mais... Donc, ouais. Après, voilà, du coup, en avril, je risque de lire pas mal de papier parce que comme il y a les quais du polar et tout, en plus, il y a celui-là aussi, là, que j'avais acheté récemment, là, que j'ai un peu envie de lire. Ce sera bien pour le mois d'avril, parce qu'avril, c'est un mois où j'aime bien lire du polar, parce qu'il y a les quais du polar, hein, typiquement, donc voilà. Donc, ouais. Allez, je vais laisser YouTube. Merci, du coup, d'avoir regardé cette vidéo, et du coup... J'aime beaucoup. Oui, il est court, j'en suis à la moitié. Il est âpre. D'accord, ok. Ça va être intéressant. Bah écoute, on verra ça au prochain bilan lecture. Allez, bisous YouTube. Et à dimanche. Merci beaucoup. Miaou.